On a choisi de parler d'un thème qui est l'AMP de demain. Alors, c'est un peu provocateur parce qu'on pourrait se dire, bah oui, mais pourquoi? Attendez, voilà. Pourquoi l'AMP de demain? Parce que il y a quand même quelque chose qui persiste depuis plusieurs années sur la nécessité peut-être d'améliorer un peu plus les parcours d'AMP, à la fois sur les résultats, avant les résultats, évidemment, les diagnostics, sur la qualité des embryons qu'on transfère et comment les choisir. Enfin, voilà, il y a en tous les cas, du point de vue des patients, une envie d'amélioration. Et c'est pour ça que ce soir, j'avais invité donc Micheline Misraï Abadou, Nathalie Lédé et Alexandra Boussommier. Alors, juste pour vous présenter rapidement, mesdames, et puis après, si vous voulez rajouter des choses dans vos présentations, vous me compléterez. Donc, Micheline Misraï, vous êtes biologiste moléculaire à l'hôpital Bicêtre et vous êtes responsable aussi du laboratoire de référence pour les infertilités génétiques chez l'homme et la femme. Donc, je vous remercie d'être là et je vous ai invité pour que vous puissiez nous parler justement de la génétique dans le diagnostic de l'infertilité. Nathalie Lédé, alors vous avez aussi plusieurs casquettes. Vous êtes gynécologue obstétricienne au centre AMP des Bluets et vous êtes aussi immunologiste. Et vous avez créé Matrice Lab. Donc Matrice Lab, je pense que ça parle à beaucoup de gens, mais vous allez nous présenter tout à l'heure vos derniers résultats et l'intérêt de ce dispositif dans les parcours d'AMP. Et puis enfin, il y a Alexandra Boussommier. Donc, vous avez créé une start-up qui s'appelle InVitro. Et votre projet, c'est comment l'intelligence artificielle peut aider dans le choix des embryons à transférer. Donc, on avait déjà fait une conférence avec vous il y a à peu près 5 mois. Donc là, voilà, on vous réinvite parce que c'est quand même intéressant. Et Micheline Misraï, je vous laisse la parole pour nous parler donc de la révolution de la génétique en AMP. Juste préciser aux personnes qui sont parmi nous qu'elles peuvent poser des questions par écrit. Il y a un petit espace Q et R. Donc voilà, si vous avez des questions, vous les écrivez. Et puis nous, je les partagerai à nos 3 intervenantes. Micheline, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Virginie. Donc, je voudrais d'abord vous remercier pour tout le travail que vous faites d'information, de diffusion des connaissances auprès du grand public. C'est vraiment très important dans le cadre de cette semaine européenne de l'infertilité. Donc, merci infiniment. Je voudrais juste corriger un peu mon intitulé, qui est effectivement la révolution de la génétique, mais dans le diagnostic des infertilités. Et comme vous allez le voir, obligatoirement, ça aura des conséquences en AMP, mais celles-ci doivent être évaluées. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis directement dans le titre. Donc, qu'est-ce que c'est l'infertilité? Donc, l'infertilité, c'est l'absence de grossesse clinique au bout d'1 an de rapport non protégé. On dit 6 mois après 35 ans ou quand il y a une pathologie. Et donc, l'infertilité, actuellement, c'est 10 à 15% des couples dans les pays industrialisés. Donc, c'est quand même un problème important, un problème de santé publique. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics s'y intéressent de près. Il y a actuellement un plan fertilité dont on reparlera tout à l'heure. Donc, l'infertilité, je rappelle que ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome, c'est-à-dire que c'est un ensemble de signes. On dit à quelqu'un, vous êtes infertile, vous êtes une mauvaise répondeuse, vous avez une diminution de réserve ovarienne, mais tout ça, c'est des signes qu'on décrit et on ne donne absolument pas la cause. C'est-à-dire que dans 70% des cas, la cause des infertilités, eh bien, elle est inconnue une fois qu'on a éliminé les causes qu'on connaît, toxiques, les causes infectieuses, les causes chromosomiques, ça. Il reste 70% de causes qui sont inconnues. Alors, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est la FIV, elle a 40 ans, même un peu plus, mais disons en France 40 ans. Est-ce qu'on peut traiter les patients sans connaître la cause?
Eh bien, les résultats de la FIV le démontrent. Il y a quand même 40% d'échecs, hein, de la FIV, disons, en moyenne, hein, nationale. C'est les chiffres de l'Agence de biomédecine. Et puis, il y a quand même, bon, c'est très lourd sur le plan psychologique. Il y a une souffrance des femmes. Il y a un coût qui est très important aussi de toutes ces FIV. Et donc, l'idée, ce serait quand même de pouvoir orienter le parcours des patients dans ces processus de FIV. Peut-être, après tout, qu'il y a des femmes qui peuvent avoir un bon pronostic, d'autres qui ont un mauvais pronostic. Et est-ce qu'il n'y a pas une méthode finalement pour identifier tout ça? Alors, la génétique, ben, en 2022-23, on est dans l'ère de la médecine génomique qui envahit tous les champs de la médecine, hein. La génétique envahit vraiment toutes les spécialités, sauf la reproduction. Moi, je dirais la reproduction. Les médecins de la reproduction ne sont pas du tout habitués à discuter de cette génétique. Et on s'aperçoit que quand on a une infertilité, eh bien, on fait évidemment un karyotype et on fait l'étude d'un seul gène, le gène qui est responsable du syndrome de l'X fragile. Et puis ensuite, on s'arrête là. Mais ce gène, il a été identifié il y a 20 ans, c'est-à-dire que c'est un diagnostic d'il y a 20 ans. Et en 20 ans, il s'est produit un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on a identifié effectivement toute une série de gènes qui sont impliqués dans les infertilités. On en a identifié plus d'une centaine. Et donc, je vais vous parler donc de l'étude finalement de cette génétique qui devient indispensable. Il y a eu avant la révolution des dosages hormonaux, hein, pour explorer les couples infertiles. Donc, ça a été un progrès majeur. Ensuite, la révolution de l'imagerie, de l'échographie, l'IRM, etc. Eh bien, maintenant, on est à la révolution de la génétique. Alors, qu'est-ce que c'est que la génétique? Ben, c'est l'étude de l'ADN. Hein. On a 20 000 gènes, hein, pour faire un être humain, donc ce n'est pas beaucoup, mais ça suffit. Et donc, on peut maintenant très facilement, grâce à ce qu'on appelle le séquençage nouvelle génération, soit et puis explorer un panel, c'est-à-dire un ensemble précis de gènes, soit même explorer les 20 000 gènes du génome très rapidement et avoir les résultats. Ça peut se faire en une semaine, donc c'est vraiment très rapide. Et donc, l'idée, c'est que quand on ne comprend pas, quand on ne sait pas à quoi est due une maladie, un syndrome, et c'est vrai dans toutes les spécialités, et maintenant c'est vrai en reproduction aussi, eh bien, il faut faire de la génétique. Donc, sur le plan de la reproduction, donc sur le plan de la fertilité, donc je vous ai dit qu'il y a à peu près une centaine de gènes qui ont été identifiés, et on peut, d'après les modèles animaux, déduire qu'il y a environ 1 millier de gènes qui interviennent dans les fonctions de reproduction. Il y en a énormément et vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui est capital pour la survie de l'espèce. Et donc, toutes les étapes vont être régulées très finement et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui interviennent. Donc, on en connaît déjà à peu près une centaine. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié une infertilité particulière qui s'appelle l'insuffisance ovarienne primitive et on a regardé un petit peu quels résultats on pouvait avoir. Donc, l'insuffisance ovarienne primitive sont des femmes qui, avant 40 ans, ont un arrêt des règles ou des règles extrêmement espacées et qui ont une élévation de la FSH, donc qui est l'hormone qui stimule normalement la folliculogénèse, la croissance des follicules. Et donc, ces patients, donc la fréquence de cette maladie, c'est quand même 1% avant 40 ans, donc c'est quand même relativement fréquent. Et donc, on a étudié donc, l'ensemble de ces gènes dans une population qui était très importante, de près de 380 patientes, pour savoir quel rendement on pouvait avoir finalement avec la génétique. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que chaque gène, il est impliqué dans très, très peu de cas. C'est pour ça qu'au début, on s'est dit, on ne pourra rien en faire, ça pourra servir à rien, puisque chaque famille a pratiquement une anomalie différente. Mais en fait, ce qu'on peut faire avec le séquençage nouvelle génération, c'est qu'on peut rassembler tous les gènes dans un même panel, ensemble. Donc, on peut mettre ces 100 gènes ensemble et on va étudier, donc, chez une patiente, on étudie l'ADN de cette patiente, ces 100 gènes en une seule fois. Et là, on s'est aperçu qu'on avait un rendement diagnostique qui était relativement fort puisqu'il était de 30%. C'est-à-dire que chez des patientes chez qui on disait on ne connaît pas la cause, elle est non identifiée, hein, dans les 70%,
que je vous ai cité tout à l'heure, eh bien, près d'une patiente sur 3, déjà, on pouvait trouver la cause. La cause, c'est-à-dire qu'on pouvait trouver l'étape qui ne marche plus dans l'ovaire. Ce n'est pas tout l'ovaire qui est pathologique, c'est une seule étape, hein. La génétique permet de voir quelle est finalement la faute d'orthographe, hein. C'est une série de lettres ATGC qui forment des mots. Et puis, il y en a un qui va être anormal et donc l'étape, toute l'étape ne va plus pouvoir fonctionner. Et à ce moment-là, il y aura une infertilité parce que cette étape-là ne fonctionne plus. Donc, ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait un très fort taux de positivité. Ça veut dire qu'on peut utiliser ce diagnostic en routine diagnostique actuellement. Et c'est ce que nous faisons dans notre laboratoire. Donc, on est référent national pour les infertilités génétiques et on fait ça de façon tout à fait routinière. C'est-à-dire il y a ce fameux gène qui est responsable de l'X fragile, mais qui, lui, ne rend compte que 3 à 5% des cas, hein, de positivité. Et il y a notre panel NGS de séquençage nouvelle génération qui, lui, va nous apporter 30% de positivité. Donc, vous comprenez qu'il faut faire les deux ensemble et pas l'un ou l'autre, ou l'un après l'autre, etc. Donc, ça, c'est important. Ça se fait sur une simple prise de sang, hein, et les résultats sont obtenus en 2 à 3 mois suivant l'urgence diagnostique. Alors, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt finalement de faire un diagnostic génétique? L'intérêt premier, c'est de donner à la patiente la cause. Vous êtes infertile parce que vous avez cette étape qui ne marche pas. Donc, ça a quand même un impact majeur pour la patiente qui comprend ce qu'elle a et qui va collaborer ensuite avec le médecin pour pouvoir mieux orienter sa thérapeutique éventuelle, son suivi, toutes les indications qu'on va lui donner. Et d'autre part, c'est un effet psychologique majeur puisque toutes les patientes, elles veulent savoir ce qu'elles ont quand même. Et je veux dire, la médecine est quand même tenue au maximum des possibilités au jour d'aujourd'hui de leur donner un diagnostic. Ensuite, on va pouvoir faire une enquête familiale, c'est particulier les petites sœurs. Est-ce qu'elles ont la même chose ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir détecter une anomalie ou pas chez les sœurs, donc la fratrie et même les frères, puisque parfois il y a des causes qui sont communes entre les hommes et les femmes. Et donc, on va pouvoir faire cette étude familiale et on va pouvoir rassurer éventuellement les sœurs en leur disant qu'elles n'ont rien, ou si elles ont quelque chose, on va pouvoir, comme on va le voir tout à l'heure, donc faire éventuellement une prévention. Et puis, la première question qu'on se pose quand on voit une femme qui a une insuffisance ovarienne, qui n'a plus de règles, c'est de savoir si elle a une réserve ovarienne. Parce qu'avant, on leur disait à toutes qu'elles étaient ménopausées, mais la ménopause, c'est la disparition, si vous voulez, des ovocytes dans l'ovaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la réserve ovarienne? Eh bien, contrairement à l'homme, en fait, on a un stock, ce qu'on appelle une réserve ovarienne, c'est un ensemble de follicules qui sont formés en une seule fois pendant la vie anténatale, donc chez l'embryon et ensuite chez la petite fille. Donc, il y a 7 millions de follicules qui vont être formés au 7e mois de la grossesse. Il n'y en a plus qu'1 million à la naissance, 400 000 à la puberté et à la ménopause, on arrive à moins de 1000 follicules. Et ce qui se passe, c'est que ces follicules, ils sont dormants, quiescents dans les ovaires, et c'est seulement à la puberté que grâce aux hormones, en particulier la LH, le pic de LH, eh bien, il va y avoir la croissance d'une petite cohorte de follicules et il y en a un seul finalement qui arrivera à ovulation. Eh bien, cette réserve ovarienne qui est dormante, elle se réveille un tout petit peu, donc disons au niveau de la puberté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des causes génétiques qui vont permettre de prédire que dans les ovaires de ces patientes qui ont une insuffisance ovarienne, il y a des follicules qu'on ne voit pas parce que ces follicules de la réserve sont trop petits, on ne les voit pas en échographie. Il n'y a pas de dosage qui permette de les doser directement. Il y a une hormone, l'AMH, qui donne un reflet indirect et qui peut être négatif quand il y a des follicules qui sont des follicules de type primordiaux, qui sont trop petits et qui ne sécrètent pas ce type d'hormone. Donc, il n'y a aucun moyen de la mesurer directement. Mais par contre, la génétique, si vous identifiez une cause
qui, par exemple, bloquent la croissance folliculaire, hein, c'est possible, eh bien, vous vous dites par déduction que s'il y a eu un blocage de la croissance folliculaire, c'est qu'il y a eu un établissement de la réserve, il y a eu des follicules qui sont rentrés en croissance, mais ensuite qui ont été bloqués dans leur croissance. C'est pour ça qu'il n'y a plus de règles et c'est pour ça qu'il y a une insuffisance ovarienne. De la même façon, il y a des causes mitochondriales. Les mitochondries produisent de l'énergie et quand on ne produit plus assez d'énergie, de la même façon, la croissance folliculaire va s'arrêter et de la même façon, donc il y aura une insuffisance ovarienne, mais il y aura une réserve ovarienne. Alors, est-ce que c'est important qu'il y ait une réserve ovarienne? C'est extrêmement important parce que premièrement, on va le dire à la patiente qu'elle a des follicules dans les ovaires. Parfois, il y en a beaucoup, hein, qu'elle n'est pas ménopausée. Et puis, c'est là qu'interviennent les nouveaux traitements. Il y a des nouveaux traitements qui sont en cours de développement et qui permettent donc de redéclencher la croissance de ces tout petits follicules dans les ovaires. Donc, c'est ce qui s'appelle l'activation folliculaire in vitro ou le réveil de follicules dormants. Donc ça, c'est une technique qui est développée depuis à peu près 7-8 ans de par le monde. Et il suffit en fait de prélever des fragments de cortex ovarien à ces patients, de les fragmenter. Et en les fragmentant, eh bien, on redéclenche la croissance de ces petits follicules dans les ovaires. Et ensuite, on va pouvoir réimplanter ces fragments ovariens chez la patiente une fois que ces follicules seront rentrés de nouveau en croissance. Et au bout de quelques cycles, on a pu obtenir des grossesses et des naissances vivantes. Il y a des séries où on a obtenu sur des petits nombres jusqu'à 20% de naissances vivantes pour des patientes en insuffisance ovarienne. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même une technique qui est toujours en évaluation, mais qui a un message d'espoir et qui veut dire que oui, c'est important de savoir si une patiente a une réserve ovarienne de bonne qualité ou si elle n'en a pas, parce que ça va pouvoir ouvrir vers l'avenir, vers des nouveaux traitements. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire si on détecte la présence très probable d'une réserve ovarienne chez une patiente? On va lui faire ce qu'on appelle une préservation de la fertilité. On va congeler des fragments de cortex ovarien, de façon à pouvoir à moyen terme utiliser ces techniques quand elles seront complètement validées. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et ça rappelle d'ailleurs ce qui est fait chez l'homme, hein, parce qu'un homme qui est infertile, qui a ce qu'on appelle une azoospermie, il n'y a pas de spermatozoïdes, on ne les voit pas, mais la première chose qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher à l'intérieur du testicule, hein, on fait une intervention chirurgicale pour aller chercher, prélever ces spermatozoïdes et ensuite pouvoir faire une fécondation in vitro. Eh bien, c'est la même chose chez la femme. Si on suspecte la présence d'une réserve ovarienne, on va pouvoir aller la chercher dans les ovaires chez la femme pour déjà la préserver, la congeler et pouvoir ensuite utiliser ces techniques de maturation in vitro. Donc, les causes, on a dit, c'est des causes qui font intervenir mitochondriales, des causes immunitaires ou des causes qui bloquent la croissance folliculaire. Alors, à l'opposé, il peut y avoir au contraire des causes génétiques qu'on détecte où on voit qu'il y a une anomalie de gènes qu'on appelle des gènes de méiose ou de réparation de l'ADN. Alors, qu'est-ce que c'est la méiose? C'est une division très importante qui fait que le capital des follicules au niveau d'un ovocyte va être divisé par 2, c'est obligatoire, puisqu'après, il va fusionner avec le spermatozoïde pour récupérer un capital chromosomique intact. Donc, si cette méiose, si cette division se fait mal, eh bien, on aura des anomalies chromosomiques et on peut suspecter qu'on aura à ce moment-là des ovocytes de très mauvaise qualité ou s'il y a une anomalie de réparation de l'ADN. Eh bien, nous, on a vu dans notre population d'insuffisance ovarienne qu'il y avait 37% des patientes qui avaient donc ce type de mutation, chez qui on pouvait prédire donc une anomalie importante, éventuelle chromosomique, et donc un mauvais pronostic de fertilité. Et donc, chez ces patientes, finalement, il n'y a rien à faire et on leur dit donc effectivement que leur infertilité sera définitive. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de la fertilité, eh bien, c'est l'état de santé global des femmes dont il faut s'occuper. En effet, il y a certains gènes qui peuvent entraîner d'autres anomalies associées, donc il faut examiner l'état de santé global de la femme et pas seulement l'infertilité.
Parfois, il peut y avoir une atteinte d'un autre organe et on sait très bien qu'il y a des infertilités qui sont associées parfois avec des problèmes de surdité, avec d'autres atteintes organiques. Donc, il faut faire un examen général de la femme. Et puis, dans le cas des gènes de méiose ou de réparation de l'ADN, on sait qu'il peut y avoir un développement de tumeurs. Et donc, il faudra surveiller ces femmes et prévenir l'apparition de ces tumeurs, puisqu'on est justement prévenus nous-mêmes, hein, en tant que médecin. On sait qu'il y a une anomalie de ces gènes. Et donc, il faudra faire des examens réguliers pour prévenir ou guérir l'apparition donc de ce type de cancer. Donc, ça veut dire que la génétique va nous donner un nombre d'informations qui est très, très importante, que ce soit sur la fertilité ou sur l'état de santé finalement global des femmes. Donc, est-ce que tout ça va pouvoir s'appliquer à la FIV? Donc, c'est ça effectivement la question aussi qui m'a été posée. Ben, il est clair que pour l'instant, la FIV repose sur une seule technique, hein, qui est la stimulation folliculaire, la stimulation de la croissance folliculaire. Et on voit à l'évidence qu'il y a des patientes qui ne répondent pas à cette stimulation. Donc, il est urgent d'innover, il est urgent d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, hein, un peu comme je vous ai expliqué pour la technique d'activation folliculaire in vitro. Et la génétique permet d'identifier, de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques. Et probablement, il faudra identifier toute une série d'autres traitements qui seront spécifiques pour telle et telle patiente. Ça sera donc une médecine de type plus personnalisé. Et on pourra ensuite, avec la génétique, dire que tel type de patiente aura un mauvais pronostic de FIV. Et les chiffres nous disent qu'il y en a probablement 40%, hein, donc c'est énorme. Et si on connaît la cause réelle de l'infertilité, eh bien, on pourra à ce moment-là mieux discuter avec la femme, mieux l'informer et elle pourra choisir si elle peut, si elle souhaite ou pas continuer ces processus de FIV ou si au contraire elle veut s'orienter vers le don d'ovocytes ou l'adoption. Donc, c'est une discussion effectivement qui est tout à fait personnelle. Donc, il est urgent d'innover sur le plan thérapeutique. Il est urgent surtout, dans un premier temps, d'appliquer ces méthodes de génétique. Et encore une fois, elles sont loin d'être utilisées par la majorité des centres. Et je dirais, c'est dommage parce que le ministère lui-même les a reconnues depuis longtemps, puisque depuis 2019, hein, enfin longtemps quand même, hein, 2019, ça fait 3 ans, il a inscrit l'insuffisance ovarienne comme une priorité d'un plan qui s'appelle le plan France Médecine Génomique. Et ce plan vise à dire en gros que si on ne connaît pas la cause de cette insuffisance ovarienne, on va utiliser tous les moyens diagnostiques et en particulier la génétique. Et on est prêt à étudier les 20 000 gènes du génome. Donc, la démarche à suivre, quand une infertilité ou quand une insuffisance ovarienne, une infertilité n'a pas de cause identifiée, il faut faire un panel génétique, ça c'est indispensable. Cette cause va être identifiée en ce qui concerne l'insuffisance ovarienne dans 30% des cas. Dans d'autres causes d'infertilité, le pourcentage peut être beaucoup plus fort, hein, donc ça dépend du type d'infertilité. Et si le panel est négatif, à ce moment-là, eh bien, grâce aux plateformes qui ont été créées par le ministère, on pourra étudier les 20 000 gènes du génome et identifier donc un pourcentage beaucoup plus important de causes génétiques. Le ministère aussi a labellisé des laboratoires de référence où doivent se faire ces études, hein. C'est un peu ce qu'a dit Virginie en introduction, c'est-à-dire que notre laboratoire a été labellisé comme le laboratoire de référence pour les infertilités génétiques chez la femme et l'homme. Et donc, c'est important effectivement de s'adresser à ces laboratoires de référence. Il y en a pour toutes les pathologies génétiques. Donc, c'est des laboratoires qui sont évalués, qui doivent montrer des résultats. Et ça, donc, c'est quelque chose de très important. Et puis, comme je vous disais au début, il y a un plan fertilité qui a été déclenché par le ministère depuis la fin 2021. Donc, les discussions sont encore en cours, mais le ministère a décidé de déclencher ce plan fertilité qui, pour la première fois, est centré sur les causes et pas du tout sur les traitements. Donc, le ministère a compris que pour faire avancer les traitements, il fallait d'abord mieux comprendre les causes. Et donc, il est centré sur les causes, à la fois les causes génétiques
et les causes environnementales, puisque vous savez qu'effectivement, il y a beaucoup de causes environnementales qui atteignent la fertilité. Je dirais plus le côté, cette fois-ci, infertilité masculine que chez la femme, où ça peut être des facteurs favorisants, mais en tout cas, ce n'est pas des causes en soi. Donc, je dirais que tout ce qui est fait pour informer, le grand public, et c'est pour ça que je remercie vraiment Virginie de tout ce qu'elle fait, est très important pour que les patientes sachent qu'il y a maintenant des outils nouveaux pour pouvoir avancer sur leur cause et qu'elles demandent aussi éventuellement des bilans génétiques. Donc ça, c'est important. Et il y a vraiment un côté formation des praticiens, puisque c'est des progrès qui datent d'environ 5 7 ans et effectivement, les praticiens ne sont pas formés, ce qui explique aussi qu'ils n'appliquent pas ces techniques. Le ministère est très, très en avance, hein, je dirais, puisque lui, il va jusqu'au séquençage du génome complet quand il y a une insuffisance ovarienne de cause qui est inconnue. Et ce qui veut dire, c'est qu'il souligne l'intérêt de la génétique dans la prise en charge des infertilités, toute infertilité qui ne fait pas sa cause, pas toute insuffisance ovarienne dans un premier temps, qui ne fait pas sa cause, peut avoir une étude du génome complet, mais toute infertilité, quelle qu'elle soit, qui ne fait pas sa cause, peut avoir en tout cas une étude d'un panel qui est ciblé. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce point. Donc, je répondrai évidemment avec plaisir s'il y a des questions. Merci Micheline, c'était très, très précis. Juste pour insister sur le contenu du rapport sur les causes d'infertilité, donc c'est l'axe 4 du rapport qui dit que il faut mieux identifier et diagnostiquer les causes d'infertilité avec 3 grands objectifs. Le premier, c'est améliorer l'efficacité des diagnostics génétiques. Le deuxième, c'est mieux diagnostiquer et prendre en charge les infertilités inexpliquées. Et le troisième, c'est mieux repérer et diagnostiquer l'infertilité masculine. Alors là, moi, je rajouterais, il manque l'infertilité féminine. Je sais Mais c'est pas. parce que parmi les experts, il n'y avait pas d'experts de l'infertilité féminine. Mais en tous les cas, moi, quand j'ai lu le rapport, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mais où sont les femmes dans cette histoire-là? Non, mais je crois qu'on peut enlever masculine et laisser les infertilités quelles qu'elles soient. Non, je Oui, pense que ça, c'est voilà. Donc, pas. Mais je pense que enfin, c'est majeur qu'effectivement, voilà, c'est vraiment les causes sur lesquelles il faut travailler. Et quand on connaîtra les causes, on connaîtra les cibles sur lesquelles il faut agir. Et on sait que maintenant, les traitements qu'on développe, que ce soit dans toutes les pathologies, de plus en plus, c'est des traitements ciblés. C'est-à-dire qu'on va chercher des médicaments qui vont agir sur une cible et pas quelque chose de global qui va stimuler un truc global ou qui va agir sur des choses qui sont globales. Et donc, on pourra, ou l'industrie pharmaceutique, sinon, peut synthétiser des molécules qui vont agir sur une étape qui ne fonctionne pas ou sur une petite série d'étapes. Donc, c'est ça l'avenir, en fait, c'est la thérapie ciblée. Et on voit que si la FIV, la stimulation hormonale, a rendu des services énormes, hein, puisque quand même, ça a révolutionné complètement le traitement de l'infertilité, hein, mais qu'on s'aperçoit effectivement qu'il y a ces chiffres qui sont là, qu'il y a 40%. Il y a eu le journal de Monde qui a présenté il n'y a pas si longtemps que ça, donc 2 pages entières de témoignages de patientes qui avaient eu des échecs de FIV, donc c'est effectivement poignant. Et donc, ces patientes-là, ben, je pense que si elles avaient eu une étude génétique, et ben, peut-être qu'un certain nombre, on aurait pu constater qu'elles avaient effectivement des défauts qui faisaient que ce n'étaient peut-être pas des bonnes candidates pour la stimulation hormonale, pas pour le traitement en soi, mais pour ce type de stimulation hormonale et que, par exemple, s'il y avait une anomalie de la méiose, même incomplète, eh bien, on comprend les difficultés qu'on a. Alors après, c'est des choses qui doivent être évaluées, hein. Il faut faire des protocoles maintenant prospectifs pour évaluer tout ça. Mais ça veut dire que de toute façon, on sait maintenant que cette famille de gènes est impliquée dans la fertilité, de la même façon que ça peut être des gènes de croissance folliculaire. À ce moment-là, la stimulation hormonale a plus de chances de marcher. Ou comme je vous l'ai dit, des gènes de l'immunité, des gènes qui interviennent dans l'énergie, ou finalement des gènes qui interviennent dans énormément de mécanismes différents. Alors après,
Moi, je suis convaincue hein, parce que vous dites, mais je pense qu'il y a quand même aussi des freins et des résistances parce que la génétique, c'est aussi quelque chose, vous en avez un peu parlé, qui peut prédire éventuellement des choses pour l'avenir. Et je pense que ça, c'est peut-être un des freins principaux qui peuvent angoisser peut-être les patients ou voilà. Mais si on y réfléchit, il faut pouvoir prendre les choses en charge d'une bonne manière et que ça ne soit pas imposé, mais que l'outil est à disposition et les personnes qui veulent l'utiliser peuvent l'utiliser. Ceux pour qui c'est peut-être plus angoissant de se dire peut-être on va me prédire des choses pour l'avenir, enfin pour ma santé à venir, mais je ne veux pas le savoir. Et puis après, il y a le frein que vous avez évoqué du côté des professionnels qui finalement orientent assez peu les prises en charge dans ce chemin-là. Alors, premièrement, toute étude génétique se fait avec le consentement de la patiente, enfin du patient. Donc, on ne fera rien sans lui demander son accord. C'est ce qu'on appelle un consentement éclairé, c'est-à-dire qu'on va donner toutes les informations, ici c'est des femmes, à la patiente, donc, et on va lui expliquer les choses et on ne le fera que si elle signe par écrit un consentement éclairé et qu'elle est d'accord. Et donc, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Moi, je crois que tout va dans le... Enfin, il faut bien comprendre comment ça se passe. Un médecin de la reproduction peut prescrire une étude génétique hein, en informant la patiente, ça il est quand même capable ou elle est capable de le faire. Mais il faut savoir que si on trouve quelque chose, il faut que ça soit un spécialiste qui donne le résultat, c'est-à-dire quelqu'un qui a une formation de génétique. Et cette personne qui est généticienne ou généticien, eh bien, elle sera capable de donner les informations suffisamment claires pour que ça ne soit pas effrayant. Et il n'y a rien d'effrayant. Je veux dire, si on dit à quelqu'un dans la famille que justement, elle a un risque d'avoir la même infertilité, qu'il faut lui faire une préservation de la fertilité, parce que même quand il y a une réserve ovarienne, nous, on a constaté dans une famille que 5 ans après, il n'y avait plus rien. Hein. C'est-à-dire que ça se dégrade. Cette réserve qui persiste, elle se dégrade très vite et donc il faut à ce moment-là la préserver, la congeler et ça, c'est des choses au contraire très positives qu'il faut faire. Maintenant, pour les autres anomalies d'organes, ben, de toute façon, au contraire, il faut les détecter à un stade très précoce, s'il y en a. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui est positif. Ça permet de faire un bilan de santé global. Et puis, on sait très bien, de toute façon, que le cancer du sein, c'est une femme sur 7, 8 ou une femme sur 10 même. Donc, toutes les femmes se font surveiller. Elles ont en tout un risque d'avoir un cancer du sein. Donc, si on dit à une patiente qu'elle a un risque qui est un petit peu plus important, ben, elle se fera surveiller un petit peu mieux que les autres. Mais je crois qu'il vaut mieux être prévenu plutôt que d'attendre que les choses se passent. Je crois que c'est toute une question d'information, de discuter avec la patiente et de bien l'informer des choses et de bien l'encadrer. Je crois que c'est surtout ça le problème et de ne pas lui envoyer un compte-rendu. Des fois, on a vu des comptes-rendus qui arrivent chez les patients qui ne comprennent rien. Donc ça, c'est tout à fait intolérable. Et voilà, nous, nos comptes-rendus, des fois, ils font 2 pages parce qu'il faut qu'on explique tout, le tenant et l'aboutissant. Est-ce qu'on a une certitude? Est-ce qu'on n'a pas une certitude? Qu'est-ce que ça va entraîner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut explorer dans la famille, etc. Est-ce que ça peut donner ou pas des signes associés qui parfois ne sont pas graves du tout, hein, donc c'est pas ça. Et donc, je crois que c'est ça. La deuxième chose, la réticence, alors là, c'est vraiment spécifique à la reproduction parce que les autres spécialités sont habituées à travailler avec des généticiens. Hein. Alors, évidemment, dans le domaine neuromusculaire, n'en parlons pas, mais même les néphrologues, les hépatologues, etc., dès qu'ils ne comprennent pas, ils vont voir un généticien. En reproduction, pourquoi ce frein? D'abord parce que c'est la première spécialité où on a trouvé le traitement avant de trouver les causes, hein, c'est-à-dire que la fécondation in vitro, enfin la PMA, la stimulation hormonale s'est développée à une vitesse extraordinaire et ensuite la FIV, la fécondation in vitro aussi. Et donc, on s'est dit, ah, bah, c'est pas la peine de connaître les causes, encore moins les causes génétiques, puisque de toute façon, on a un traitement qui marche. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on n'a pas cherché non plus les causes parce qu'on a dit c'est pas mortel, est-ce que c'est vraiment important de savoir la cause, etc. Bon, enfin, il y a aussi ça. Et puis, comme je l'ai dit, la troisième raison, c'est que c'est des progrès très récents. Hein.
C'est-à-dire, c'est des progrès qui datent effectivement de moins de 10 ans. Donc, il y a plein de praticiens qui ne sont pas formés. Et donc, dans le plan fertilité aussi, il y a toute une partie formation des praticiens. Moi, j'organise un diplôme d'université qui s'appelle Génétique et reproduction, où on reprend tous ces progrès génétiques. Hein, c'est un enseignement post-universitaire. Eh bien, les étudiants, ils n'ont effectivement jamais entendu parler de tout ça non plus, hein, ceux qui ont terminé leurs études, sauf ceux qui vont terminer très, très récemment. Donc, c'est normal, hein, je dirais voilà, mais je pense qu'avec le plan fertilité, tout ça va un petit peu s'organiser, mais je crois que les patientes elles-mêmes, je crois que la première chose, c'est de leur dire, vous pouvez savoir ce que vous avez, hein, et au contraire, se dire qu'on a une malédiction parce qu'on est infertile dans la famille, ou se dire, vous êtes infertile parce qu'il y a un blocage, le follicule, il est bloqué parce que justement la FSH ne marche plus, ou je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche plus, c'est quand même plus éclairant pour une femme de savoir qu'il y a une petite étape qui ne fonctionne pas, tout le reste marche, d'accord, mais il y a cette petite étape. Et puis, à ce moment-là, il faut voir comment on peut traiter cette étape-là. Donc, je crois que c'est un ensemble de causes. Voilà. Bon, merci beaucoup, Micheline, mais il faut qu'on laisse aussi les deux autres intervenantes nous présenter des sujets très intéressants aussi. Je ne sais pas si vous voulez l'une et l'autre dire quelque chose sur ce qu'a dit Micheline ou si on enchaîne sur la présentation de Nathalie. Nathalie, votre micro est fermé. Hein. Votre micro est fermé. Alors, est-ce que je peux Ah, voilà. C'est bon là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Non, moi je pense, par exemple, dans les insuffisances ovariennes prématurées, que effectivement comprendre pourquoi on a ces insuffisances ovariennes prématurées, même si on devra aller vers le don d'ovocytes la plupart du temps, change la manière dont on va gérer son souci. Et puis, on perd aussi peut-être moins de temps dans des tentatives infructueuses, puisque là, on fait des essais quand même. On fait beaucoup d'essais pour essayer de trouver un moment où ça va peut-être éventuellement marcher, mais voilà, il y a des situations où ça ne marchera jamais. Oui, c'est ça. Après, il y a toute cette zone grise où ce n'est pas une vraie insuffisance ovarienne prématurée au sens où la femme n'est pas ménopausée et où ça va être compliqué et où il faut se battre et où la situation n'est claire pour personne parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. En fait, alors, Nathalie, vous avez développé donc un dispositif qui aide beaucoup les patientes parce que justement, ça cherche à apporter une réponse sur le moment de Alors là, on n'est plus enfin, ça peut aussi être du diagnostic, mais c'est l'interaction entre l'embryon et l'endomètre. Et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui, au début, se diffusait au bouche à oreille auprès des patientes. En tous les cas, il y a 10 ans, c'était comme ça. Maintenant, je pense que ça s'est plus installé dans la pratique. Ça va venir. Je vous laisse, vous en parler. Virginie et toute l'association BAMP, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je pense que c'est vraiment extrêmement important d'avoir un point de vue non médical de couples nombreux qui se soutiennent. Pour ma présentation, je vais essayer de partager mon écran. Alors, attendez. Hop, ça y est. Non, en bas, voilà. Oui, c'est bon. Voilà. Vous voyez bien? Oui. Super. Donc, alors, est-ce que j'arrive à le mettre en diaporama? Voilà. Donc là, on va vraiment passer vraiment à l'immunologie. Donc, on quitte complètement le domaine de la génétique, mais on va voir qu'on se rapproche, Micheline et moi, dans le fait qu'il faut personnaliser les tentatives et comprendre ce qui se passe. Donc, comment optimiser l'implantation embryonnaire? Je vais vous parler du profil immunitaire utérin. Comme vous le savez, enfin, le principal facteur limitant de tous les traitements de procréation médicalement assistée se situe à l'étape de l'implantation et on estime que 70 à 80% des embryons que l'on va transférer n'aboutissent pas à une naissance. La question est toujours, est-ce que c'est l'embryon
où est-ce que c'est l'endomètre. Et pour la question de l'endomètre, finalement, il y avait très peu de choses ou de réponses. Alors, vous avez là sur ce petit schéma l'implantation embryonnaire humaine et la manière dont elle se passe dans les 4 jours qui vont suivre finalement un transfert d'embryon au stade de blastocyste. Donc, évidemment, je ne reviendrai pas sur la question de la qualité de l'embryon qui est essentielle, mais qui est abordée par les embryologistes. Mais après, l'embryon va devoir, après avoir éclos, se poser sur l'endomètre. Cette étape d'adhésion ne va pas du tout de soi. D'une manière générale, on a toujours des molécules anti-adhésives sur l'utérus, sinon on serait tout le temps infecté. Et donc, il y a une réaction pseudo-inflammatoire qui va permettre cette adhésion. Et ensuite, l'embryon humain va envahir la mère de manière extrêmement profonde. On est la seule espèce à avoir un envahissement du trophoblast qui va remplacer l'épaisseur de nos artères spiralées. C'est vraiment essentiel pour notre placenta. Et pour tolérer, je dirais, cet envahissement, il va falloir qu'il y ait une réaction immunitaire et c'est tout l'objet du profil immunitaire utérin. Quand on regarde l'endomètre au cours d'un cycle là, de 28 jours, mais d'une manière générale, il y a une première phase jusqu'à justement cette éclosion qui est une phase de non-réceptivité. Ensuite, il va y avoir une fenêtre de 4 jours où il va y avoir une réceptivité immunologique qui va se faire et après une phase réfractaire où l'embryon ne peut pas s'implanter. Donc, il y a d'autres applications qui vont établir quand exactement il faut transférer l'embryon. Là, on est après, c'est comment aider l'embryon dans cette phase d'apposition, d'adhésion et d'invasion. Alors, on a une chance quand même chez les humaines, c'est que notre utérus se prépare tous les cycles à l'implantation, qu'il y ait un embryon qui arrive ou qui n'arrive pas. Donc, ça permet d'étudier comment est cette réaction de préparation à l'implantation embryonnaire. Hop, je suis partie dans l'autre sens. Hop. Voilà. Et en fait, pendant cette phase, je ne vais pas du tout détailler, mais il y a un changement immunitaire majeur. C'est-à-dire que toutes les cellules de notre identité mémorielle qui nous défendent, elles vont toutes partir et arrivent à ce moment-là des cellules de l'immunité innée qui vont, et en ça c'est totalement nouveau parce qu'on ne le savait pas avant, ces cellules de l'immunité innée vont aider, vont être le chef d'orchestre de la placentation. Donc on va retrouver beaucoup parmi ces cellules, la cellule utérine natural killer. Alors son nom fait éventuellement peur, mais en fait, c'est parce c'était des natural killers dans le sang, et comme elles ressemblaient à ces natural killers du sang, elles ont été appelées cellules utérines natural killer, mais c'est vraiment un chef d'orchestre qui va aider à la placentation si elles sont activées normalement. Et toute la question est, à chaque fois je vais dans l'autre sens, excusez-moi. Donc on va avec une analyse, donc c'est une biopsie qui est faite avec une pipelle de Cormier en consultation, et on va étudier quel est l'environnement dans lequel vont être ces cellules, parce qu'en fonction de leur environnement, on va comprendre comment elles agissent. Donc, on a déterminé 5 cibles pour comprendre est-ce qu'elles viennent bien au lieu dans l'endomètre, est-ce qu'elles sont matures pour avoir leur fonction, est-ce qu'elles sont prêtes à faire du vaisseau pour nourrir l'embryon, et avec des immunorégulateurs, comment va être leur fonction. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut identifier le mécanisme qui conduira à des échecs d'implantation ou des fausses couches récurrentes. Est-ce que finalement, l'échec d'implantation ou la fausse couche vient du fait qu'il n'y a pas suffisamment d'activation, et à ce moment-là, l'embryon n'arrive pas à adhérer, d'une certaine manière, il glisse dans l'échec d'implantation,
où il peut y avoir des fausses couches parce que l'embryon n'est pas suffisamment nourri initialement. Il y a d'autres échecs d'implantation qui seront plutôt exactement l'inverse, donc des suractivations immunitaires, où là, on aura un rejet de l'embryon aussi bien précocement qu'au stade de fausse couche. Donc, en fait, sur la base du profil qu'on va avoir, sur et sous-activation, on va suggérer de personnaliser le soin en fonction de ce qu'on a observé, donc en fonction de la dérégulation que l'on a observée. Si on a des sous-activations, on va conseiller aux médecins toutes les stratégies qui conduisent à la mobilisation et à l'activation de ces cellules immunitaires. C'est le scratching, passer une petite pipelle le cycle précédent, c'est de diminuer au maximum les hormones qui peuvent diminuer, en fait, qui peuvent aggraver la sous-activation. C'est donner des petites doses d'Ovitrel après le transfert pour aider le recrutement et l'expression des cellules immunitaires et de conseiller des rapports sexuels parce que le liquide séminal va aider au recrutement de ces cellules immunitaires. À l'inverse, si on a une suractivation, on fera exactement l'inverse et on mettra un traitement adjuvant à base d'anti-rejet. Donc, la première, c'est les corticoïdes. Et en cas de résistance, il y a d'autres thérapeutiques qui jouent, comme les perfusions de landes d'intralipides ou les anticoagulants. Évidemment, pas de rapport sexuel et on va se servir des hormones parce que la progestérone que l'on donne de manière systématique est un très bon immunosuppresseur, sans doute un des meilleurs. Donc, tout ça, c'était un concept qui est parti de loin. Donc, on a mis 10 ans à sortir ce concept en modèle animal. Après 10 ans à essayer de voir si ce qui était vrai en modèle animal était vrai chez la femme. Et après, il faut prouver les choses. C'est-à-dire qu'il fallait prouver que l'optimisation, est-ce que optimiser ce dialogue est efficace? On a commencé en 2016 à publier une étude sur des femmes qui étaient en échec d'implantation. C'était une cohorte quand même assez conséquente de 393 femmes. Et l'idée était de voir le taux de naissance après le premier transfert d'embryon frais ou congelé. Et ce qu'on a vu, et on reproduira ces résultats au fur et à mesure, c'est que dans 80% des cas, on a une dérégulation. À type de suractivation dans 56% des cas, à type de sous-activation dans 25% des cas, mais finalement, il n'y a que 18% des femmes qui n'ont pas de dérégulation. Et chez les femmes qui avaient soit une suractivation, soit une sous-activation, et où on a personnalisé en fonction le traitement, on va avoir une augmentation très significative des taux de naissance qui rejoignent des taux en début de parcours, alors que c'est des femmes qui avaient échoué à environ 9 embryons transférés. Après, on a fait une étude contrôlée. C'est toujours le principe, on ne sait pas où on va, il faut prouver les choses. Donc là, on a comparé deux groupes. Un groupe qui sera analysé, un groupe non analysé. Et on a appareillé sur l'âge, la technique de PMA, le nombre d'ovocytes recueillis, le stade de l'embryon, le nombre d'embryons transférés. Donc, on voulait vraiment contrôler la variable embryonnaire. Et là encore, on va voir que dans le groupe analysé, qui mélange sous-activation, suractivation et profils normaux, on a une augmentation importante et significative des naissances. Et puis, comme toujours, pour faire avancer la médecine, on est obligé de passer d'étape en étape. Dès le début, on a dit on va faire un essai randomisé contrôlé et on l'a lancé quand même en 2013. On a été sélectionné en 2014. Il faut savoir qu'on a perdu 2 ans pour les démarches administratives. Et ça, c'est vraiment, je pense, tous les essais sont concernés. On a commencé le recrutement en 2016, mais on a perdu 1 an parce qu'on avait fait une erreur de design. Et on va vraiment avoir les résultats d'ici quelques mois. Au début, on s'est posé comme question, est-ce que le profil immunitaire augmente le taux de naissance, qui nous semblait la question. Donc, c'était des patients de bon pronostic, on faisait la biopsie et on randomisait analyse versus pas d'analyse et on regardait le résultat au premier transfert.
Mais en fait, on s'est rendu compte que dans le groupe d'analyse, si on avait une grossesse, on ne savait pas si c'était une femme dérégulée, une femme non dérégulée, et que s'il y avait un bras qui fonctionnait et un qui ne fonctionnait pas, on ne serait pas capable de le mettre en évidence. Donc, on a changé de design et la question maintenant, c'est s'il y a une dérégulation et qu'on n'en tient pas compte, quelles vont être les conséquences? Donc, on est toujours chez des femmes qui n'en ont pas besoin, a priori, hein, des femmes à bon pronostic. Et on va faire la biopsie et on va randomiser en cas de dérégulation au premier transfert, soit une FIV conventionnelle, ce qu'on fait tous les jours, soit une FIV personnalisée, le résultat lors du premier transfert. Donc là, cet essai va nous permettre vraiment de voir, de tester l'hypothèse, c'est-à-dire l'hypothèse qu'on teste, c'est une augmentation relative du taux de naissance de 25 à 40% si on a une dérégulation qui est diagnostiquée et que les soins sont appliqués en conséquence. C'est une hypothèse qui est quand même très ambitieuse, sachant que quand même, c'était des femmes qui n'en avaient pas besoin, mais donc on aura d'ici quelques mois le résultat. En parallèle, on a suivi les femmes pendant 5 ans, c'est-à-dire que les médecins faisaient ce profil immunitaire utérin, on leur envoyait les suggestions de personnalisation et on les rappelait 1 an après pour avoir le taux de naissance vivante lors du premier transfert après l'exploration, si les suggestions de personnalisation avaient été appliquées. Et donc en 2020, on a publié une cohorte beaucoup plus large, 1738 patients, où là on a des patients en échec d'implantation, c'est-à-dire environ 3,6 ponctions, 9 embryons transférés, des femmes de bon pronostic, plus jeunes, qui sont en début de parcours, des femmes qui ont des fausses couches à répétition, donc en moyenne plus de 3 fausses couches, des femmes en don d'ovocytes en début de parcours, donc elles sont plus âgées, et des femmes qui sont en échec d'implantation en don d'ovocytes. Et la première surprise, ça va être de voir que le contexte clinique n'a pas d'impact sur la distribution des dérégulations utérines. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'est pas sur de la pathologie, on est sur des équilibres utérins plus ou moins souhaitables, mais on n'a pas une pathologie, l'échec d'implantation, où il y a beaucoup de dérégulation et des femmes de bon pronostic où il n'y a pas de dérégulation. Ensuite, on va reproduire le fait que, effectivement, les femmes en échec d'implantation ou les femmes qui font des fausses couches à répétition, si on a une dérégulation, ce qui est le cas quand même dans 80% des cas, et qu'on fait un soin personnalisé, on va augmenter de manière significative les taux de naissance dans les 6 mois si c'est des fausses couches ou au premier transfert si c'est des femmes en échec d'implantation. On a en parallèle poussé les feux sur les fausses couches à répétition qui sont un énorme problème parce que la plupart des bilans ne sont pas contributifs. Et là, ce qu'on voit sur cette étude de cohorte, c'est que c'est le seul examen du bilan extensif de fausses couches. C'est une cohorte de 104 femmes qui sont suivies de manière prospective, qui va permettre une différence en termes de naissance quand on identifie le mécanisme. C'est-à-dire que chez les 75% des femmes qui avaient des fausses couches inexpliquées, quand elles avaient un dérèglement, le dérèglement immunitaire a déjà été variable, hein, 50% sur activation, 31% sous activation et profil avec 19%. Mais si on identifiait une dysrégulation locale et qu'on personnalisait le soin, alors on avait un taux significativement supérieur de naissance. Enfin, pour les femmes en don d'ovocytes et les femmes de bon pronostic, ce qu'on peut voir, c'est déjà quand il n'y a pas de dérégulation, c'est là où on a les plus hauts taux de naissance, ce qui est cohérent avec le fait qu'on est chez des femmes qui ont un bon ovocyte. Par définition dans le don d'ovocytes, et chez les femmes de bon pronostic, mieux que quand on est en fin de parcours. Chez les femmes qui avaient une dérégulation, on va avoir, par la personnalisation, des bons taux de grossesse.
Et on va pouvoir, grâce à l'étude randomisée, savoir quel aurait été le taux si aucune personnalisation n'avait été appliquée. Et les résultats qu'on aura chez des femmes de bon pronostic seront aussi valables chez les femmes en don d'ovocytes pour quantifier quand on a un bon embryon, comment on peut améliorer les taux. Une chose très importante et qui est une très bonne nouvelle, c'est que la présence de dérégulation n'est pas influencée par l'âge. On est sur des facteurs indépendants, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'il y a tellement de choses en reproduction qui dépendent de l'âge que pour une fois, on a un levier qui est indépendant de l'âge. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'on gagne. Là, vous avez les femmes qui utilisent leurs propres ovocytes pour des filles et on voit que, évidemment, l'âge impacte les résultats, hein, ce n'est pas un scoop, mais que l'autre facteur qui impacte, c'est la présence d'une dérégulation. Parce que même chez des femmes de plus de 40 ans, si on a une dérégulation, on arrive à des taux de naissance qui sont tout à fait intéressants. Évidemment, en don d'ovocytes, on ne verra pas ça puisqu'on n'a pas l'impact de l'âge. Le profil va aussi nous permettre, être utile pour savoir si le médicament que l'on donne, notamment dans les 60% de suractivation, le médicament ou la procédure sont efficaces. Donc, on recommande dans tous nos comptes rendus, si on a une suractivation, un test sous corticoïde, parce qu'on veut déterminer la corticosensibilité ou résistance. Et en effet, on va voir que dans 50% des cas, l'effet est incomplet, il faut compléter, ou il y a une résistance. Ça conduit à un changement de thérapeutique. Mais ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, quand on a un test thérapeutique, les taux de naissance sont significativement plus élevés. Et donc, on veut absolument intégrer ce test dans le forfait innovation. Enfin, je vais conclure ici. Le profil immunitaire utérin explore en fait l'environnement immunitaire dans lequel l'embryon va être confronté. Et l'idée est vraiment d'améliorer le dialogue initial entre la mère et l'embryon. C'est une démarche qui repose sur l'identification d'une dérégulation immunologique utérine et c'est sur la base d'un diagnostic précis qu'on va adapter, personnaliser les traitements pour aider l'embryon à s'implanter. C'est une démarche innovante qui est quand même unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent actuellement dans le monde du point de vue de, contrairement par exemple au test pour savoir si on transfère au bon moment, chaque pays a le sien. Là, au niveau immunologique, on est pour l'instant les seuls. Son utilité maintenant a été prouvée chez des femmes ayant un passé d'échec d'implantation et de fausse couche à répétition, et sur des larges cohortes prospectives. Et nous explorons, et nous allons bientôt avoir la réponse, sur son utilité dès le début du parcours et travaillons activement à son intégration dans un forfait innovation qui permettrait une prise en charge. Je vous remercie beaucoup et bien sûr, tout ce travail est fait avec toute une équipe qui sommes très motivés. Donc, ce n'est pas du tout moi toute seule, mais toute une équipe qui est derrière moi. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Est-ce que... qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, j'avais une question, moi. Est-ce qu'on peut être en fonction du cycle, à un moment, sur un cycle en suractivation et puis un autre cycle en sous-activation? Ça aussi, ça fluctue? Alors oui, alors ce que moi j'ai prouvé, ça c'était un peu à la base du tout début, c'est que s'il n'y a pas une intervention chirurgicale ou une grossesse, on a une stabilité pendant 9 mois du profil. Mais une femme peut être en échec d'implantation, avoir une grossesse, on avait traité une suractivation. Pour son deuxième, elle est en sous-activation. Et pour son troisième, elle est en mixte. Les fausses couches modifient aussi le profil.
D'accord. Donc, on est vraiment sur, pour le coup, quelque chose de très différent de la génétique, puisqu'on a une variation. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va être en suractivation, en sous-activation, etc. Mm. Mystère et boule de gomme. Mm. Je ne sais pas. D'accord. Alors, voilà, je sais que c'est quelque chose euh, qui est quand même rentré là dans les pratiques de beaucoup de vos collègues, cette approche-là. Il y a eu une diffusion assez large et c'est vraiment incroyable parce que pour le coup, ce n'a été que le bouche à oreille, Mm. puisqu'il n'y a jamais eu du tout encore de développement. En fait, on a vraiment essayé de le proposer parce qu'on pensait que c'était utile et on sent bien que c'est les médecins enfin, les patientes qui se battent et les médecins qui se battent avec leurs patientes. Du coup, c'est une très jolie histoire, cette diffusion en France, mais elle doit prendre un peu plus d'ampleur parce qu'on voit encore beaucoup de femmes qui arrivent très, très, très loin dans le trajet et qui n'en bénéficient pas. Donc, il faut aussi arriver à convaincre ceux qui sont réfractaires sur des données scientifiques précises, en essayant de comprendre où sont les freins et arriver à vraiment l'intégrer dans une démarche globale. Et pour le coup, il y a autant la génétique a été quand même la discipline reine pour moi, malgré ce que dit Micheline, qui est très intéressant, l'immunologie est absente de la reproduction aussi. Hein. Du coup, on en se rejoint. D'accord. J'avais une question que j'avais notée il y a un petit moment. Ah oui, c'est ça. C'était des demandes des patientes d'avoir un tableau qui puisse expliciter l'efficacité des traitements après la biopsie et puis en fonction des grossesses pour avoir un peu plus de clarté en fait sur ce qui pouvait éventuellement les attendre. Mais ça, Là, je travaille beaucoup sur justement un peu le post-test thérapeutique, justement, pour arriver à être de plus en plus précis. Mais néanmoins, là, j'arrive pas sur un profil de départ à savoir à quoi va être sensible la femme. Je suis obligée d'avoir le test thérapeutique pour le savoir. Et en fait, basé sur la normalisation, quelque chose n'est pas normal et il se normalise. Enfin, c'est un raisonnement un peu basique, mais pour l'instant, je n'ai pas tout de suite, quoi, sur le premier profil, la bonne solution. Hein. D'accord. Voilà. Alors, il y a une question, je la pose maintenant, et puis comme ça. Une étude en double aveugle a-t-elle été réalisée pour apprécier l'impact de la thérapeutique sur le nombre de grossesses? Sinon, pourquoi? Et si oui, quelles conclusions? Du coup, ça a coupé au moment de la Alors, question. une étude en double aveugle a-t-elle été réalisée pour apprécier l'impact de la thérapeutique sur le nombre de grossesses? Et sinon, pourquoi? Et si oui, quelles conclusions? Ben, en double aveugle, là, à un moment, on ne peut pas le faire en double aveugle. C'est vraiment cet essai randomisé contrôlé qui fera le bras conventionnel versus le bras où là, on aura les réponses. D'accord. En fait, mais le médecin qui aura le traitement de la suractivation, il doit bien le prescrire. D'accord. Donc, on aura, en fait, cet essai randomisé contrôlé va nous donner la réponse dans chaque cas. En tout cas, avec le design qu'il a maintenant, on pourra vraiment dire, dans ce cas-là, si on ne le fait pas, c'est ça de moins, ou il n'y a pas de différence, ou etc. Avec la nuance que c'est des femmes qui n'en ont pas besoin initialement. Donc, on n'est pas, c'était pas possible de faire un essai randomisé contrôlé chez des femmes en échec d'implantation. C'est trop compliqué. Elles ne l'accepteraient pas et les médecins non plus. Enfin, c'est peut-être en cancérologie ils savent plus, mais nous, du coup, ça sera sur cet essai-là
qu'on dira vraiment le gain dans tel bras, c'est ça, dans tel bras, c'est ça. Revérifier que le groupe sans dérégulation est effectivement celui qui a le plus de grossesse, etc. Donc là, on aura vraiment une vision claire de l'apport indépendamment du besoin initial. Ouais, On peut pas le prouver, on peut pas, pour le coup, on peut pas le prouver autrement. d'accord. Après, pour les médicaments, il est, par exemple, les intralipides, qui sont une thérapie qui est très peu utilisée, enfin, qui n'est pas utilisée en France, qui est utilisée aux États-Unis et en Angleterre dans des petites niches. Il est évident que, outre de publier les résultats qui sont quand même très étonnants pour une thérapeutique qui ne coûte rien et qui n'a aucun effet secondaire, après, il faudra faire intralipide, un vrai intralipide versus un placebo. Mmh. Là, on sera obligé. Pour ça, on sera obligé. D'accord. Alors là, je vais donner la parole à Alexandra Boussommier, donc, pour nous parler de l'intelligence artificielle, qui est un domaine aussi très nouveau et qui pose plein de questions, et son intérêt dans l'assistance médicale à la procréation, notamment pour le choix des embryons à transférer. Donc, il y a encore une autre étape de l'AMP. Parfait, merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité et je répète ce que les autres intervenantes ont dit. Je pense que c'est vraiment très louable tout le travail que BAMP fait. Merci. Alors, je m'excuse, je n'ai pas préparé de présentation, donc ça risque d'être un peu plus concis, mais en même temps, on avait fait un enregistrement, donc Voilà. D'accord, voilà. Donc, on peut y faire référence. Pour ceux que ça intéresse, on avait, il y a quelques mois, enregistré du coup une présentation assez détaillée. Et donc, si ça vous intéresse, soit vous nous contactez, soit vous pouvez la retrouver sur le site de BAMP. Alors, pour être concise, je suis la fondatrice d'une start-up, donc une jeune entreprise innovante qui est basée à Paris. On travaille aussi beaucoup avec l'Espagne, notamment parce que je suis franco-espagnole. Et on a développé, donc, notre vision est de développer de l'intelligence artificielle pour lutter contre l'infertilité, ce qui se veut quand même assez vague. Notre première bataille est d'utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser une étape qui est quand même clé dans la FIV, qui est celle de l'évaluation des embryons. Donc, je repars sur l'autre côté de la médaille dont Nathalie a parlé, qui est bien sûr la qualité de l'embryon et le potentiel que cet embryon a à s'implanter, avec bien sûr, de l'autre côté, tout le concept de l'implantation et enfin, de la réceptivité, bien sûr, qui est... les deux dépendent l'un de l'autre. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est de développer un logiciel qui permet en fait de se connecter à une nouvelle génération, enfin plus ou moins nouvelle maintenant, de microscopes qu'on appelle les time-lapse microscopes. Tout bêtement, entre guillemets, ce sont des microscopes qui permettent de maintenir les embryons en vie, entre guillemets, dans le labo pendant toute leur culture, donc pendant de 2 à 6 jours. Avant, ce qui se passait, c'est qu'on devait les garder dans des incubateurs un peu plus conventionnels, qui n'avaient pas de caméra, pour parler un peu trop simplement. Donc, ce qui faisait que pour avoir une idée de comment ils se développaient, il fallait les sortir de l'incubateur et les regarder rapidement sous un microscope conventionnel. Je dis avant, il y a quand même encore des laboratoires qui le font, mais le fait est que beaucoup de laboratoires ont commencé à s'équiper de cette nouvelle génération de microscopes. Et maintenant qu'on peut laisser un embryon pendant 2 à 6 jours sous ce microscope qui maintient donc des conditions d'environnement appropriées, 37 degrés, des conditions gazeuses nécessaires pour l'embryon. Maintenant, les centres ont ces vidéos d'embryons qui sont très, très intéressantes parce qu'on peut prendre une image de ces embryons toutes les 10 à 20 minutes pendant 6 jours. Donc, vous pouvez vous imaginer que les centres ont maintenant à leur disposition une tonne de données qui, au-delà d'être intéressantes, sont très lourdes et peuvent prendre beaucoup de temps à être analysées. Et donc, nous, on arrive pour tout d'abord leur économiser du temps parce qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'ils passent beaucoup de temps à chercher des événements biologiques que la communauté scientifique a décidé être comme important. Donc, par exemple, à quel moment la première cellule s'est divisée en la deuxième, à quel moment est-ce qu'on voit apparaître le blastocyste. Donc, c'est vraiment ça qui peut prendre beaucoup de temps pour des embryologistes. Donc, déjà, ça, nous, on peut le faire beaucoup plus rapidement. C'est un peu, pour revenir au sujet
du futur de l'AMP. Je pense que c'est vraiment la vision que l'intelligence artificielle va être là pour notamment économiser du temps précieux à des embryologistes, bientôt à des gynécologues, à vraiment tous les acteurs de la FIV, pour qu'on puisse ensuite ils puissent peut-être se concentrer plus sur d'autres choses que l'intelligence artificielle ne pourra pas faire, parce que je pense que c'est important de le préciser. On ne cherche pas à remplacer les docteurs, ni les embryologistes, ni les gynécologues. Au contraire, on cherche vraiment à les aider grâce à toute cette connaissance qu'une machine, mine de rien, peut quand même accumuler. Donc, notre logiciel, pour revenir à la solution qui a été développée aujourd'hui, consiste à une plateforme, donc on appelle SaaS, les embryologistes se connectent sur Internet. Ensuite, notre plateforme est connectée aux timelapse qui sont sur le marché, de manière à ce qu'on puisse récupérer à travers les serveurs des centres les données donc, qui sont les fameuses vidéos. Et ensuite, ce qui est aussi important de préciser, c'est qu'on a quand même compris que même si les données visuelles sont intéressantes, il faut aussi les calibrer en fonction des caractéristiques du patient. Donc, on a quand même fait tout un travail pour récupérer des données qu'on va appeler des données cliniques. On a récupéré toutes celles qu'on a pu récupérer, alors bien sûr, pseudonyme, anonyme. Donc, ça part de l'âge de la femme, qui est quand même incontournable, jusqu'au poids, jusqu'au milieu de culture, de manière à vraiment personnaliser. Je reprends peut-être un autre thème de l'AMP de demain. Je pense que ça s'est recoupé aussi avec ce qui a été dit plus tôt, qui est que vraiment, il y a cette idée de comment est-ce qu'on peut essayer de personnaliser ces décisions. Et donc, nous, on essaye de le faire en prenant en compte toutes ces données qui vont nous aider à mieux prédire quel embryon a le plus de chances de mener à une grossesse, ou en tout cas, quelles sont les vraies chances d'un embryon de mener à une grossesse, dans un souci d'amener plus d'informations, plus de transparence, plus de collaboration. Et donc aujourd'hui, ce logiciel a été développé, il a été marqué CE, ce qui est quand même toujours nécessaire avant de le mettre à disposition de docteurs. Il est encore en phase de test auprès de nos partenaires. Donc on a une dizaine de partenaires en France et en Espagne. Et donc on est vraiment dans une phase de pré-commercialisation parce qu'on est conscient que, encore une fois, les docteurs, les biologistes sont très occupés. Et donc, il y a encore un ou deux petits aspects à peaufiner de manière à être vraiment utilisable au jour le jour, de manière routine. Et donc, on estime qu'on a besoin de quelques mois encore. Mais en tout cas, on vient de soumettre notre première publication qui va démontrer qu'on est supérieur cliniquement d'une certaine manière par rapport aux embryologistes. Il faut se rappeler que l'intelligence artificielle, comme toute intelligence, il y a toujours un compromis à faire. On ne peut pas être meilleur sur tous les aspects. Et donc, c'est pour ça que je ne vais pas m'étaler dans les détails, mais on peut montrer qu'au-delà d'être plus rapide, on peut aussi être plus spécifique. Donc, tout ça, je vous renvoie soit à la présentation qu'on avait faite, soit à notre future publication. Donc, comme vous avez compris, c'est un travail de longue haleine. On va continuer à valider cet outil avec nos partenaires. Mais au-delà de ça, ce qui est clair, c'est qu'on est au moins aussi bon que les embryologistes. Et c'est pour ça que déjà, la première valeur ajoutée, elle est claire, c'est qu'on économise du temps. La deuxième, c'est qu'on minimise la variabilité. Je pense que c'est connu qu'il y a quand même une forte variabilité intra-opérateur et inter-opérateur. Donc, pour un même embryologiste, on reste humain. On ne va pas forcément avoir la même évaluation un jour ou l'autre, et encore moins d'un centre à l'autre. Donc, il y a quand même tout cet apport de l'intelligence artificielle qui est de standardiser vraiment ces évaluations. Et ensuite, je pense qu'une autre chose sur laquelle qui est importante de mettre en valeur, c'est que mine de rien, l'intelligence artificielle va aussi pour moi permettre un parcours d'AMP peut-être encore plus collaboratif. Alors, collaboratif dans le sens où les embryologistes vont pouvoir se reposer entre autres sur l'IA. Donc, encore une fois, ils ne vont pas être remplacés, mais ils vont vraiment pouvoir, entre guillemets, s'aider des conseils de l'IA, à eux de prendre la décision finale. Une collaboration aussi parce que, mine de rien, l'intelligence artificielle repose sur des bases de données qui sont quand même très conséquentes. La nôtre l'est, en tout cas, c'est une des plus grandes bases de données au monde. On a plus de 60 000 vidéos qui viennent de plusieurs pays, mais qui en fait sont égales si on compte le nombre de vidéos qu'on a, ce serait équivalent à 50 ans d'expertise d'un embryologiste. Donc, c'est vraiment cette idée de pouvoir, au fur et à mesure du temps, continuer d'étoffer cette base de données internationale, interclinique, pour qu'en fait, n'importe quel patient, n'importe quel docteur puisse profiter de toutes ces connaissances. Et je finirai aussi par parler de la collaboration dans le sens où, vous le savez mieux que moi et les intervenantes aussi sûrement, la FIV, c'est vraiment un parcours multifactoriel. On ne parle pas que d'un patient, on parle d'un patient, une patiente, on parle de l'impact de plein de choses dans le labo, et c'est vraiment ça qui m'a mené moi à vouloir développer cet outil. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut
aligner toutes ces informations. Et c'est ça aussi l'apport de l'intelligence artificielle, qui peut être entraînée sur un énorme nombre de données. Et donc, c'est aussi comment est-ce que ce logiciel peut aider les patients à peut-être obtenir plus d'informations, parce que ce n'est pas facile, c'est quand même un processus très complexe qui reste opaque, mais à raison. Et donc, vraiment, le but d'In Vitro, c'est aussi de gentiment amener un peu plus le patient vers le labo. Alors, bien sûr, avec le docteur, enfin les embryologistes, dans l'équation. Et donc, typiquement, on est en train de développer un portail pour le patient qui permet directement d'avoir accès aux fameuses vidéos des time-lapse, si, encore une fois, si les docteurs le souhaitent, encore une fois, pour continuer d'amener un peu plus d'informations. Et on va continuer d'étoffer ce portail pour justement continuer d'inclure, on va dire, un peu plus le patient dans cette décision qui est quand même assez cruciale. Et pour finir, peut-être, par rapport aux performances, donc comme je vous l'ai dit, on est encore en train de les évaluer parce que pour l'instant, on ne les a évaluées que de manière indépendante, donc l'IA toute seule, et c'est ce sur quoi on va publier. Et bien sûr, ce sera sur le long terme qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer quand on combine l'IA et le docteur, et les experts, parce que bien sûr, c'est libre à eux de les écouter. Donc ça, ce sera une deuxième vague d'études qu'on va faire dans l'année qui suit. Donc c'est pour ça que j'encouragerais n'importe qui pense connaître un centre ou même des patients qui seraient intéressés de travailler avec nous, parce qu'encore une fois, pour finir là-dessus, on est une start-up innovante, donc mine de rien, on se veut toujours à l'écoute des patients, des docteurs, on est assez agile, et donc l'idée, c'est que si vous voulez participer au test de cette interface, que vous soyez docteur ou patient, comme je l'ai dit, ce serait vraiment avec grand plaisir si vous pouvez nous contacter, comme ça on peut vraiment s'assurer qu'on développe le meilleur outil pour les docteurs et pour les patients. Je m'arrête là au cas où, parce que peut-être qu'il y a une direction qui est plus intéressante qu'une autre. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une question. Je ne sais pas si Micheline et Nathalie, vous en avez une, mais moi, il y a toujours aussi dans la tête des patientes et dans la tête des membres de l'association l'évaluation de l'embryon en termes de DPIA, enfin, évaluer si l'embryon qu'on a sous le microscope, il est aneuploïde ou pas. Et est-ce que vous, dans les vidéos que vous avez spécifiquement, je ne sais pas, un recueil de vidéos d'embryons qui auraient été analysés Vaste sujet, merci d'apporter la question. Peut-être encore une fois que les intervenantes peuvent aussi en parler mieux que moi, mais en tout cas, pour répondre à votre question, étant donné qu'on a des données espagnoles où vous savez que le test est quand même autorisé, et plus largement pratiqué, on a certaines données, alors pas assez pour réentraîner un algorithme propre à l'évaluation. À l'identification. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde dans la littérature, même les articles, les groupes qui ont réussi à accumuler beaucoup de données, finalement ne voient pas forcément des performances très très hautes. Donc, c'est plus forcément une direction à prendre à part entière, mais c'est quelque chose qu'on continue d'explorer. Et donc ça, pour l'instant, ce qu'on pourrait faire, c'est à la limite se comparer par rapport aux données qu'on a, mais on n'en a pas encore assez. Donc ça, c'est quelque chose qu'on garde en tête. Mais de toute manière, pour revenir là-dessus, finalement, nous, on a les yeux rivés, ce qui rend la tâche plus difficile, mais je pense qu'on est tous d'accord que ce qui compte à la fin, c'est de tomber enceinte et d'avoir un enfant. Donc, c'est vrai que nous, on s'est quand même donné comme vision la tâche qui vient après le ploïdie, comme vous l'avez compris, c'est parce que même parmi les embryons ploïdes, il y en aura qui ne vont pas mener à une grossesse. Et encore une fois, je pense qu'on revient à la discussion aux présentations de tout à l'heure. Alors, encore une fois, je ne prétends pas qu'on peut remplacer des tests comme ceux qui ont été décrits de réceptivité, mais encore une fois, l'idée, c'est qu'avec toutes ces données cliniques qu'on prend en compte, je vous ai parlé que des évidentes, mais on a toutes les doses hormonales, on a vraiment pas mal de choses. Cela nous permet de au moins faire une sorte de petite transition entre l'évaluation classique de l'embryon, selon les critères, on va dire, classiques morphocinétiques, et des tests à part entière de réceptivité. Donc, on pense que ça peut vraiment faire, c'est un peu un maillon de la chaîne qui manque aujourd'hui. Donc, comment essayer d'aider les embryologistes à mieux calibrer les chances qu'un embryon a de mener à une grossesse, même si des fois, peut-être, ce serait pour dire qu'il n'y a pas grande chance. C'est quand même, on pense que ça peut aider cette prise d'information, cette transparence de dire, écoutez, qui est dite aujourd'hui, ce serait juste une autre source d'information qui pourrait faire comprendre, écoutez, même si vous décidez de transférer cet embryon, le fait est que
peut-être qu'il n'y a pas fortement de chance pour celui-ci. Dans d'autres cas, on va réussir à aider l'embryologiste à identifier celui qui, en fait, finalement, aurait dû être transféré d'abord. Donc ça reste notre vision. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à la fin de la chaîne, on va dire, où les embryons sont déjà créés. Ce qui pourrait être assez intéressant déjà de soulever, c'est que finalement, la deuxième étape, la suivante, maintenant, on va passer à autre chose, on va continuer de valider cet outil, ça va être de gentiment remonter la chaîne et de voir si on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle pour arriver carrément à de meilleurs embryons, de meilleure qualité, pour maximiser les chances qu'un couple a ou une patiente ou un patient, d'arriver aux meilleurs embryons possibles. Et donc, pour ça, il va falloir qu'on remonte un petit peu au-dessus de la chaîne et qu'on n'attende pas, entre guillemets, d'arriver au moment où les embryons ont déjà été créés dans le labo. Est-ce que Micheline ou Nathalie, vous avez une question ou... Nathalie, votre micro, il est fermé. Et puis moi, je n'arrive pas à le réactiver moi-même. Ça y est. Ouais. Oui, au niveau, c'est magnifique hein, quand même. Je pense que c'est intéressant. Et dans la même logique, il y a aussi l'intelligence artificielle pour le spermatozoïde. Identifier le spermatozoïde qui aura une plus grande potentialité. Tout ça, ça va nous amener à vraiment améliorer au plan embryonnaire. Ma question, c'était, vous pensez, en hypothèse, hein, je comprends bien que ça prendra un petit peu de temps, mais à arriver à une augmentation des taux de naissance que vous situez entre 5 et 10%. Voilà, alors donc, je vais revenir parce que vous avez dit deux choses intéressantes. Donc, pour revenir rapidement sur le spermatozoïde, sur l'évaluation spermatozoïde, je suis absolument d'accord avec vous. On n'a pas commencé là-dessus. Alors déjà, il y a des acteurs, donc ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas se lancer au-dessus, mais parce qu'on se disait, entre guillemets, que finalement, dans l'embryon, au moins, on a l'information et du spermatozoïde et de l'ovule. Après, ça n'empêche pas que ça peut être très intéressant de déjà se concentrer sur le spermatozoïde. Et de la même manière, on pourrait s'imaginer, et d'ailleurs, ça, c'est plutôt là-dessus que je pense qu'on va se diriger, de l'intelligence artificielle pour aussi évaluer le potentiel des ovocytes. Donc ça, c'est une autre chose à faire. Pour revenir à votre question, alors comme vous l'avez très bien dit, c'est dur, enfin vous le savez mieux que moi de le valider parce qu'on parle de grossesse et de naissance. En revanche, peut-être que ce qui est intéressant déjà de repréciser, alors je pense que vous l'avez compris, mais peut-être pour le reste de l'audience, c'est que là, quand on parle d'augmenter les taux de succès, on parle forcément de minimiser le nombre d'échecs. En soi, nous, comme vous l'avez compris, on identifie. L'idée, c'est qu'on veut être là pour plus rapidement arriver à l'embryon qui peut mener à une grossesse. Pour autant, ce n'est pas notre outil qui va permettre qu'un embryon qui ne pouvait pas mener à une grossesse, on va le permettre. Donc ça, vous l'avez très bien compris. Et pour revenir à votre question, ça veut dire qu'on pense vraiment qu'il y a des chances qu'un outil pareil puisse augmenter donc, les taux de succès, comme je viens de les décrire, de 5 à 10%. Alors, encore une fois, prospectivement, ça va prendre du temps, mais en tout cas, selon nos performances rétrospectives, il y a vraiment de fortes chances de croire que on peut y arriver, mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, reste à voir cette interaction IA-docteur, parce qu'encore une fois, quand on va mettre à disposition notre outil, on s'imagine bien que le docteur va encore une fois être le décisionnaire final, donc avoir encore une fois cette interaction. Mais pour revenir là-dessus, je comprends bien sûr que la valeur ajoutée principale, enfin pas principale, mais plus claire en tout cas pour les patients, ce soit celle de quel va être l'apport sur les taux de succès, et donc c'est pour ça qu'on a nos yeux rivés là-dessus. Mais en tout cas, pour revenir en tout cas sur la valeur ajoutée déjà existante actuelle, c'est mine de rien le temps économisé, c'est mine de rien la variabilité qui est minimisée. Je sais que je me répète, mais ça en tout cas, c'est quelque chose qui en soi ne requiert une validation un peu plus facile, on va dire, et ce qui est aussi ce qui nous permet d'être déjà utilisé dans certains centres, parce que par exemple, on est en train de développer des algorithmes qui permettent d'automatiquement identifier les événements biologiques dont je vous parlais, et ça, typiquement, on a des très bonnes performances qui sont claires et nettes. Donc ça, c'est des choses qu'on peut déjà commencer à mettre à disposition, et c'est pour ça que pour l'augmentation des taux de succès, forcément, c'est un travail d'un peu plus de longue haleine, mais forcément, c'est un problème difficile. Donc, on va prendre notre mal en patience. Non, mais la question, de toute façon, de l'optimisation du parcours, ça passe par là. C'est-à-dire que les patients, évidemment, on voudrait tous obtenir une grossesse, mais on sait bien que la fertilité humaine est un processus compliqué et ce n'est pas très simple, et que même les gens fertiles ont un pourcentage de chance très faible par cycle d'avoir une grossesse. Mais tous ces outils-là ou ces nouvelles approches, elles ont
nous, on trouve l'intérêt d'obtenir plus vite des réponses et C'est ça. pas d'aller dans un processus d'accumulation d'échecs divers et variés. Évidemment, il y a des situations où la réponse, comme le disait Micheline Misrahi, ça sera finalement, ça ne sert à rien de faire des FIV parce que génétiquement, ça ne donnera rien. Et dans un parcours de vie, notre association considère que c'est plus appréciable d'avoir une réponse rapidement, même si c'est une réponse difficile, que de vivre un parcours douloureux, compliqué, fait que d'échecs pendant plusieurs mois ou plusieurs années, pour finalement arriver au bout d'un moment en disant finalement c'est fini, il n'y a plus rien qui va se passer. Donc cette nuance-là, elle est importante, mais pour nous, c'est aussi important de... Et je suis contente de l'entendre parce que vraiment, et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au moment de développer ce portail patient qui pour l'instant ne consiste que à mettre à disposition ces fameuses vidéos, mais c'est quand même déjà pas mal, on va dire, et leur évaluation. On se pose vraiment la question de quelle autre information on peut déjà rajouter. Alors encore une fois, pour les patients, mais pour le docteur, on ne prétend pas que les patients devraient avoir autant d'informations que les docteurs, hein. Ils ne sont pas formés pour être docteurs non plus. Donc c'est vraiment trouver cet équilibre et c'est pour ça que j'encourageais vraiment n'importe qui est intéressé à nous donner des retours, à le faire parce que vraiment, je pense que beaucoup va se jouer, comme vous l'avez dit, même si on ne peut pas forcément déjà augmenter les chances de succès, qu'est-ce qu'on peut faire pour, mine de rien, améliorer le parcours. Donc, par exemple, plus d'informations. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, on s'est penché d'abord sur les docteurs et on va continuer de se pencher sur les docteurs. Mais c'est vrai que c'est de la médecine élective et vous le savez mieux que moi, les patients sont quand même au centre de tout ce parcours. Et nous, bien sûr, on n'a qu'une envie, c'est de vraiment améliorer le parcours pour les patients. Après, le souci, c'est que tous les labos n'ont pas un time-lapse. Hein. Exactement. Donc ça, je suis d'accord. Je crois qu'il y en a quoi? Il y a combien de centres en France qui ont un time-lapse? Alors, ça dépend. En France, alors, la seule étude qui est publique, c'était en 2000. Alors, j'espère pas me tromper, mais en tout cas, il y a 3-4 ans. À l'époque, en France, c'était 30% d'expérience maintenant. Comme ça fait quand même 3 ans que je suis dans le marché, notamment français, je pense qu'on est quand même plus sur du 50, voire 60. C'est-à-dire, c'est pas forcément… Maintenant, les laboratoires vont avoir des incubateurs individuels, les mairies, Oui. très facilement, mais pas forcément le film en continu. Oui, alors encore une fois, les chiffres, en tout cas en Espagne, c'est au-delà de 80%, ça dépend vraiment des pays. En France, je pense qu'on est quand même d'expérience, et j'en vois beaucoup d'ailleurs s'équiper. Donc, si je devais deviner, je dirais plutôt 50-60, mais encore une fois, il ne faudrait pas J'aurais dit moins, moi. citer. Ah oui, d'accord. En tout cas, vous avez raison, en 2017-2018, quand c'était l'étude de Thomas Fréhour, je ne me rappelle plus quelle année, et son groupe, c'était à peu près 30%. Donc, je pense que, en revanche, je suis à peu près sûre que ça a augmenté. Mais de toute manière, pour revenir à votre question qui est très valide, on va aussi se pencher sur… C'est beaucoup plus difficile de faire de l'IA sur des vidéos que des images. Donc, en fait, c'était pour moi plus logique de d'abord commencer sur des vidéos. Et maintenant, on peut en fait, entre guillemets, assez facilement aussi le proposer sur une image finale qui peut être prise par n'importe quel microscope. Donc, en fait, pour répondre à votre question, vous avez raison, c'est quelque chose qu'on peut quand même très bien se pencher là-dessus. Il s'avère que certains pays ont été plus rapides à adopter le time-lapse. Je trouve quand même que la France, par rapport à d'autres pays, est assez… le marché a été assez pénétré, mais c'est vrai qu'on peut ensuite, dans un deuxième temps, se pencher sur comment finalement vous donner un score qui, du coup, en théorie, serait un peu moins précis. Forcément, on n'a pas toutes les infos cinétiques, mais mine de rien, avec les infos du blastocysme, mine de rien, on peut quand même aider les embryologistes, encore une fois, à économiser du temps et à bénéficier de cette évaluation. Bon, alors moi, je trouve que ça… il n'y a pas de question, donc je ne sais pas, voilà. Mais c'est qu'on a été très clair. Ce que je souhaitais dire, en tout cas, c'est on voit bien qu'il y a deux aspects dans cette AMP de demain. Il y a le temps de la recherche. Et la recherche, voilà, il faut valider des études, il faut être validé par ses pairs, et ça prend du temps. Et puis, il y a ce que disait Micheline au début, il y a des choses qui peuvent déjà se faire en France, notamment avec le plan médecine génomique et puis le plan fertilité qui doit déboucher sur des recommandations. Donc, nous, on a été très acteurs dans l'appel à la mise en place de ce plan. Ensuite, le plan a été présenté au ministère et là, voilà, il y a des recommandations qui sont faites et qui devraient pouvoir être mises en place, mais pour l'instant, le temps politique est un peu bloqué. Voilà, donc… mais je trouve qu'on a… Comment dire ?
c'est important aussi que les patients entendent ça parce que c'est aussi quelque chose qu'ils peuvent diffuser auprès des praticiens avec qui ils sont, et puis de leur dire aussi de rejoindre l'association, parce que nous, on se bat depuis longtemps pour que les choses changent, et j'arrive plus à parler, pour qu'elles puissent changer, eh bien, il faut qu'on soit un certain nombre à les défendre. Oui, c'est sûr. C'est certain. Oui, et si je peux me permettre, ce que je trouve vraiment encourageant, c'est de voir qu'il y a alors au-delà de la recherche, qui je pense a toujours été très forte en France, dans n'importe quel domaine, mais clairement aussi dans la PMA ou l'AMP, pardon, c'est de voir qu'il y a quand même un écosystème très actif en France. On n'est que 2 exemples, Matrice Lab et In Vitro, il y en a d'autres. Il y a notamment Mojo Fertilité qui fait d'ailleurs l'IA pour les spermes, pour le sperme. Donc, je trouve ça plutôt encourageant de voir que, mine de rien, les choses bougent. Alors, vous avez raison, il y a certaines choses qui prennent du temps et donc il faut prendre son mal en patience pour les faire bien. Mais je reviens un peu sur les exemples que j'avais, qui est que, mine de rien, il y a peut-être d'autres choses qui sont plus rapidement actionnables parce qu'elles ne requièrent peut-être moins de R&D et qui, mine de rien, peuvent vraiment aider les patients et les docteurs. Donc, je pense que c'est un peu de la schizophrénie, c'est jouer un peu sur lesquels peuvent être solutionnés plus rapidement tout en gardant les yeux rivés sur les autres. Mais en tout cas, encore une fois, merci de nous avoir invités parce que je pense que ça montre que tout le monde est là pour la même raison. On veut tous pouvoir aider les patients et s'il y a un effet de meute, forcément, ce sera toujours mieux. C'est ça, je suis d'accord. Micheline, je Oui. continue à parler de la génétique. On va essayer de faire entendre ce point de vue-là, de la nécessité d'améliorer la phase de diagnostic. Je crois que c'est très important, avant tout, de chercher la cause, que ça soit d'ailleurs pour l'insuffisance ovarienne. On a évoqué les fausses couches spontanées répétées sans cause connue. Là aussi, il y a des causes génétiques, que ce soit des diminutions de réserve, on ne sait pas pourquoi, etc. Donc, pour tout ça, maintenant, il y a des causes, il faut essayer de les identifier. Et ensuite, à partir de là, on pourra mieux comprendre et on pourra faire ce qu'on appelle une médecine personnalisée, vraiment. Oui, il y a besoin. Il y a besoin. Le mot besoin. infertilité, le mot stérilité, ça recouvre probablement des centaines de causes différentes. Et donc voilà. Mais je trouve que les approches qui ont été décrites sont très intéressantes et qu'elles le seraient sûrement s'il y avait en plus l'aide, on les orientait vers une cause particulière et qu'on pouvait classer les patientes dans des catégories plus homogènes. Et je pense que à ce moment-là, ça sera encore plus performant. Donc voilà, il y a des possibles changements de pratique et donc des approches thérapeutiques différentes. Et pour ça, c'est comme s'il fallait changer de philosophie, c'est-à-dire se détacher de ce que disait Micheline au début. Le premier bébé FIV en France, oui, c'était il y a bientôt 37 ans, je crois. 40. Ouais, 82, je crois. Ouais. Ah bah non, ça fait 40 ans. Et donc, voilà. Moi, je dis toujours, OK, mais c'était il y a 40 ans. Donc aujourd'hui, en 2022, je pense que les patients en parcours d'AMP ont besoin d'innovation, ont besoin d'une approche différente du diagnostic et de la thérapeutique. Et ça, il ne faut pas qu'on lâche là-dessus parce qu'il faut vraiment que ça bouge. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des patients pour qui ça marche très bien et je crois qu'il faut le côté ça marche pas. On a l'impression des fois que c'est un petit peu la loterie, on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Oui, ce n'est pas la loterie du tout. Mais il y a des patients pour qui ça marche très bien, il y a aucun doute là-dessus. Mais il y a d'autres patients pour lesquels on ne sait pas clairement et on est impuissant devant eux et devant elles. Et c'est un parcours très douloureux pour les femmes, très difficile à vivre quand même. Ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment tout faire pour comprendre déjà qu'est-ce qu'elles ont, pourquoi elles sont infertiles. Et puis ensuite, les choses vont découler. Je pense que… mais quand même, ça s'améliore. On progresse quand même à chaque fois. Enfin, on n'a pas reculé quand même. On n'a pas beaucoup avancé, mais on n'a pas reculé. Non, on ne peut pas reculer. Non, non. Si, on peut aussi.
Non, 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 je pense qu'il faut que la FIV telle qu'elle a été conçue est très utile, mais c'est comme tous les traitements, et ça n'existe pas un traitement universel, hein. Même une Non, infection, on donne un antibiotique, il faut adapter l'antibiotique aux germes. Donc, bien sûr. Ouais. un traitement universel, ça n'existe pas. Donc, on se rend compte que ce traitement est très efficace dans un pourcentage de cas et que pour le reste, il n'est pas efficace et qu'il faut donc rapidement, enfin le plus rapidement possible, identifier les causes et ensuite pouvoir voilà, éventuellement développer des nouveaux traitements. Et c'est ce qui est en train d'être fait, en particulier pour la technique dont j'ai parlé, hein, qui, je pense qu'à moyen terme, elle devrait pouvoir être utilisée. C'est quand même, ça, c'est quand même aussi une révolution prévisible dans le traitement, enfin dans la MP, hein. Parce que ce qui reste compliqué aussi pour les patients, c'est toute la culpabilité qui est portée quand on vous dit bah, vous êtes en infertilité inexpliquée. Et c'est Oui, vrai c'est ça. qu'en 2022, c'est difficile de se satisfaire de ça. Donc, Oui, 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 je suis d'accord. Je pense que d'avoir une infertilité inexpliquée, c'est quand même plus angoissant que d'appréhender une cause, à condition que la cause elle soit bien présentée par quelqu'un qui connaît bien les conséquences, qui peut l'expliquer, etc., et qui fasse une vraie prise en charge du patient. Donc, que ce soit un spécialiste, voilà, éventuellement un généticien pour rendre le résultat d'une étude génétique qui est positive. Donc, en fait, ça veut dire tout simplement qu'il faut travailler en équipe, quoi. Hein, c'est-à-dire avec des médecins de la reproduction, des gynécologues, des généticiens, éventuellement des médecins d'organes quand il y a une atteinte prévisible d'un autre organe qui est possible, hein, parce qu'il y a des infertilités qu'on appelle syndromiques, c'est-à-dire elles ne sont pas isolées, il y a autre chose à côté, et ça existe aussi. Donc, il faut travailler en équipe, voilà, il faut alors que peut-être que les médecins de la reproduction, ils sont plus habitués à travailler entre eux, c'est-à-dire gynécologue, médecin de la reproduction, d'accord, mais pas ouverts, disons, aux autres spécialités. Donc voilà, c'est peut-être aussi en réseau alors plutôt, en réseau, le réseau élargi. Voilà. T'as raison. Bon, mesdames, je vous remercie beaucoup. Ben, merci à vous, Merci à vous. Virginie. Merci Et aux puis bonne collègues. soirée. Oui, vous aussi. Et Et bonne bonne soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.